Alors bonsoir à tous. Donc, on me dit qu'il y a des hommes, je ne les vois pas sur mon écran, mais donc bonsoir à tous. Je suis donc Amandine de Septemville. Alors, je suis psychologue de formation. J'interviens depuis longtemps maintenant, plutôt dans le domaine de la santé au travail. Je suis enseignante à l'université. Je suis professeure à Paris 8, voilà, dans les cursus donc de psychologie et de psychologie sociale notamment. Et je suis thérapeute en TCC, donc je prends en charge voilà, des patients pour des troubles divers et variés. Et voilà. Et donc l'objectif de ce soir, effectivement, c'est de vous apporter quelques éléments comment dire, de connaissances bon, sur la base de ce que vous savez déjà, parce que c'est des concepts qu'on connaît, mais parfois qu'on connaît un peu mal, ou voilà, il peut y avoir pas mal de confusion. Et donc, ce que je vous propose, c'est voilà, déjà de redéfinir ces concepts de dépression, d'anxiété et de stress, d'essayer de faire la part des choses entre ce qui est normal et voilà, ce qui fait partie de la vie et de ce à quoi on est tous confrontés, et ce qui est plutôt pathologique, et donc qui doit nous alerter et vous sensibiliser finalement un peu à ce passage, c'est-à-dire à ce passage un peu sensible entre ce qui est de l'ordre du normal et ce qui est de l'ordre du pathologique. Et parfois, eh bien, voilà, on a le sentiment de frôler un peu ces limites-là, ces frontières-là. Voilà, donc moi, mon objectif, en tout cas pour ce soir, c'est de vous apporter ces éclairages-là. Ce que je souhaiterais, et je pense que c'est possible parce que le nombre qu'on est nous le permet encore, c'est qu'on soit quand même dans quelque chose d'interactif, bon, malgré la distance. Donc voilà, je préfère que vous posiez des questions, que vous m'interrompiez, et que voilà, si vous avez donc des questions ou des témoignages, des réflexions, n'hésitez surtout pas. Au contraire, ça rendra, je pense, enfin j'en suis même certaine, voilà, le moment plus riche que si je fais un monologue pendant 1 heure et demie. Et voilà, donc surtout n'hésitez pas, au contraire. J'allais dire le programme un peu là de cet atelier, c'est quoi? Donc les définitions, comme on a pu le dire déjà, les définitions, et donc les définitions pour nous aider à comprendre les différences, les signaux, donc les signaux pour soi et pour les autres, et puis comprendre en gros ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas, voilà, ce qu'on doit mettre en place, peut-être vous donner, si j'ai le temps et si c'est possible, quelques astuces, quelques exercices, voilà, quelques grilles de lecture voilà, pour soi, hein, pour pouvoir un peu mieux comprendre ses propres comportements. Et en général, quand on comprend mieux ses propres comportements, on est plus à même de comprendre ceux des autres. Donc voilà, est-ce que le programme vous convient? Voilà, je vois des pouces levés, c'est déjà pas mal. Merci. Donc je commence. Alors, on va déjà parler du stress, parce que c'est un peu la suite, la suite, comment dire, l'enchaînement logique. Et donc, on va parler du stress. On va aller donc petit à petit sur le terrain de l'anxiété, et ensuite de l'anxiété, on ira vers la dépression. Alors, le stress, c'est quoi? Déjà, le stress, c'est une réaction tout à fait naturelle de l'organisme, et c'est une réaction qui est vitale pour toutes les espèces vivantes. Voilà, une espèce vivante qui ne sait pas avoir cette réaction est une espèce qui est vouée à s'éteindre. Donc, si on est là, nous encore, espèce humaine, c'est bien parce qu'on arrive à être dans cet état de stress qui va faire que finalement le corps et l'esprit se mobilisent pour pouvoir faire en sorte que l'homme s'adapte à son environnement. Donc déjà, quand on veut vous lancer sur le débat de est-ce que tu crois qu'il y a un stress, un bon stress, un mauvais stress, etc.,
c'est pas un bon débat et c'est pas vraiment une question parce que de toute façon, il n'y a pas de bon ou de mauvais stress, c'est quelque chose qui est vital. Voilà, on a besoin de ça et donc voilà, et ça sert à rien de le combattre à tout prix. C'est pas ça qu'il faut combattre, c'est pas le stress qu'on doit combattre. Alors le stress, c'est quoi? Le stress, c'est en fait la perception qu'on a d'un déséquilibre entre notre environnement et les contraintes que cet environnement nous impose et les ressources dont on dispose. D'accord? Donc tout ce qu'on a pour faire face finalement à ce que nous impose notre environnement. Euh, donc il faut voir une balance, voilà, qui est toujours fluctuante parce que c'est une évaluation qu'on fait en permanence sans s'en rendre compte. Le cerveau est en permanence en train comment dire, de comprendre ce qu'il a autour de lui et éventuellement de repérer les menaces. Il est programmé pour ça. Donc constamment, et sans qu'on en ait conscience, il fait ce travail-là d'évaluer l'environnement et d'évaluer si on a de quoi apporter une réponse satisfaisante pour le maintenir dans cet équilibre-là. Comme vous le savez, dans la nature, on a horreur du déséquilibre, donc tous les éléments naturels font en sorte que on maintienne un certain équilibre. Donc, le stress, c'est une réaction qui apparaît quand, justement, l'individu, ou enfin nous, percevons un déséquilibre entre les contraintes et les ressources. En général, ce déséquilibre, il s'opère plutôt de cette façon-là, c'est-à-dire que les contraintes sont plus fortes que les ressources. D'accord? Mais l'inverse est vrai. J'ai beaucoup de ressources et je suis dans un environnement qui est très peu stimulant. D'accord? J'ai envie de faire les choses, je suis motivée, j'ai de l'énergie à revendre, je suis dynamique, j'ai de l'ambition, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie d'être confrontée à des choses que je ne connais pas, j'ai envie de me dépasser et je suis dans un environnement qui est extrêmement stagnant, qui n'est pas du tout stimulant. Ça génère un stress de la même façon que des contraintes très fortes et des ressources trop faibles vont générer un stress. Donc ça marche dans un sens aussi bien que dans l'autre. Donc ces exigences, ces contraintes, exigences qui sont liées à notre environnement, elles peuvent être de deux types. Elles sont soit externes, soit internes. Alors les contraintes externes, typiquement là dans le contexte qu'on vit, le contexte de crise, c'est une contrainte supplémentaire. C'est une contrainte supplémentaire. Habituellement, on n'a pas à gérer cette contrainte. Là, elle est nouvelle. Enfin, tout est relatif parce que finalement, elle commence à être assez longue, cette période. Mais c'est un contexte qui, pour certaines personnes, est angoissant, qui crée de l'incertitude. On ne sait pas quand on en sortira, qui nous coupe des gens qu'on aime, qui nous empêche de profiter de la vie pleinement, comme on le fait habituellement, qui nous empêche d'aller au restaurant, qui nous empêche d'aller en discothèque pour ceux qui aiment aller en discothèque, qui nous empêche de traîner dans la rue autant qu'on le souhaite, etc. Donc ça, c'est une contrainte externe. Si on pense aux étudiants, les examens qui approchent, voilà, c'est une exigence, la complexité d'un cours, voilà, d'une matière, la relation avec un professeur ou avec des étudiants, la solitude parfois, les problèmes financiers, des tensions relationnelles, etc. Enfin voilà, toutes les contraintes externes qu'on peut avoir dans sa vie et évidemment, elles sont très nombreuses. Et puis ensuite, il y a les contraintes internes. Les contraintes internes, ça va être moi, mon état de fatigue, ça va être mes croyances, mes pensées. Voilà, si je me dis, je suis nulle, je suis bonne à rien, je m'aime pas, je suis moche, voilà, bon, ça, c'est des exigences, comment dire, internes, c'est-à-dire, ce sont des choses qui vont contribuer, en tout cas, à créer un déséquilibre. Et puis ensuite, il y a les ressources. Et les ressources, de la même façon, vous avez les ressources externes et les ressources internes. Les ressources externes, c'est les amis, la famille, les proches, les équipements qu'on a, les outils, l'organisation dans son travail, l'organisation de sa vie au quotidien, c'est l'argent dont on dispose, les consignes ou les objectifs clairs qu'on me donne quand je travaille ou quand je suis étudiant, quand je sais ce qu'on attend de moi, quand j'ai la reconnaissance des autres, quand je porte un intérêt pour mes études, que les études que je fais ont du sens pour moi, qu'elles m'aident à avoir une vision claire de ce que je veux faire dans la vie, etc. Tout ça, ce sont des ressources externes. Et les ressources internes, ça va être les connaissances, le savoir que j'ai accumulé, la confiance en soi, la motivation, l'envie de réussir,
ma forme physique, l'énergie que j'ai, la qualité de mon sommeil, ma personnalité, mon éducation. On m'a appris à voir le bon côté des choses, à être positive, à être optimiste, à croire en moi, etc. Donc tout ça, ce sont des ressources internes. Voilà. Donc il y a toutes ces choses-là, et en fait, ben, en permanence, le cerveau fait cette évaluation tout le temps. Et lui, son seul objectif, c'est que ce soit équilibré. Voilà. Et donc, en fait, sans s'en rendre compte, ben, nous, en permanence, on cherche cet équilibre. Et en fait, on a deux façons de le faire quand on a un déséquilibre comme ça. Si mes contraintes sont trop fortes et que mes ressources sont trop faibles, j'ai deux solutions. C'est que soit ben, j'essaye d'abaisser les contraintes, ou soit j'essaye d'augmenter mes ressources. Voilà. Et donc, on est constamment en train de faire ça. Alors, on ne s'en rend pas compte, heureusement, parce que sinon, on serait encore plus fatigué qu'on ne l'est déjà. Mais finalement, ça explique quand même parfois une part de la fatigue qu'on peut ressentir, parce que quand on se dit que le cerveau est en permanence en train de faire ça, ben plus les contraintes sont fortes, plus on est fatigué, moins on a de ressources, et plus ce travail, il est indispensable, il est permanent, et il est énergivore, si je puis dire. Tout à l'heure, je disais que toutes les espèces vivantes connaissaient cet état de stress et que c'était indispensable à la survie de n'importe quelle espèce. Et je voudrais juste, pour illustrer ça, prendre l'exemple des plantes, parce que les plantes sont des organismes vivants qui sont capables de stresser et d'avoir cette réaction-là. Et je vais prendre l'exemple des acacias. Les acacias, dans une région d'un pays d'Afrique sur une plaine étaient mangés par les girafes qui adoraient les petites feuilles qui poussent sur les acacias et à force d'être mangés, les acacias ne pouvaient plus se reproduire parce que le fait d'être mangé par les girafes empêchait la pollinisation, etc. Et donc que l'espèce puisse perdurer. Et donc la plante a finalement, de génération en génération, fait pousser des épines sur ses branches de manière à ce que les girafes ne puissent plus manger les petites feuilles et que finalement l'espèce puisse perdurer. Donc on est typiquement là dans une stratégie d'adaptation, c'est-à-dire que pour faire face à la contrainte de l'environnement qui mettait en péril l'équilibre de l'espèce, eh bien, l'espèce a trouvé une stratégie qui lui permettait de se défendre face à son agression et donc à maintenir cet équilibre-là. Donc voilà, tout ça pour dire que toutes les espèces vivantes sont capables de ça et que ce n'est pas le propre de l'homme. Les animaux, évidemment, le font et parfois le font de manière beaucoup plus efficace que nous. Alors, quand on parle du stress, on dit c'est la perception d'un déséquilibre entre les contraintes et les ressources. Et ce mot, il est extrêmement important et ça va être le début de la solution. Pourquoi est-ce qu'on parle de perception d'un déséquilibre? Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi ce mot est si important? Parce que la perception, elle est quand même très personnelle et elle peut être différente d'une personne à l'autre. Alors, non seulement elle peut être différente effectivement d'une personne à l'autre, alors ça c'est un élément important parce que ça signifie que finalement le stress et, 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 et comment dire, et les stratégies qu'on va mettre en œuvre pour faire face au stress, elles ne sont efficaces que pour la personne qui le vit. Voilà, c'est très compliqué finalement de donner des conseils à quelqu'un euh, qui se trouve être dans une situation stressante, de lui dire ce qu'il doit faire. Voilà. On aide quelqu'un à faire face à une situation en lui faisant prendre conscience du fait qu'il est dans cet état déjà et en l'aidant justement à être le plus objectif possible par rapport à l'évaluation qu'il fait de sa situation. On parle de perception parce que cette évaluation, elle est le fruit finalement d'une évaluation totalement subjective des contraintes et des ressources. Je prends un exemple. Euh, un jour, j'étais en cours et puis mon prof a posé une question, etc. J'ai levé la main pour répondre et puis j'étais complètement à côté de la plaque. J'ai répondu quelque chose, voilà, ça a fait rire, voilà, pas mal de mes collègues, voilà, et le prof a été particulièrement
voilà, désagréable. En tout cas, je l'ai senti assez froid voilà, j'ai eu un peu honte et j'ai assez mal vécu ce moment-là. Et puis là, on a un examen avec lui, on doit lui présenter quelque chose et ça m'angoisse parce que je suis persuadée qu'il m'aime pas et je suis persuadée qu'il va me saquer. De toute façon, ça va mal se passer. Voilà. Je prends cet exemple-là parce que c'est une évaluation tout à fait subjective. Euh, Rien. Alors oui, on peut toujours aller trouver comment dire, des signaux ou des indicateurs qui nous disent que effectivement, à ce moment-là, quand j'ai dit cette bêtise, il n'a pas souri, il m'a pas dit c'est pas grave, il m'a pas rassuré, il a pas, après il m'a plus parlé, etc. Ça pourrait être quelque chose qui, bah, finalement, c'est tombé comme ça, mais non. Je vais interpréter, cette situation et je vais en faire quelque chose et après je vais projeter autre chose et voilà. Et donc on est dans cette subjectivité. Euh, un autre exemple, je vais dire, bon ben voilà, de toute façon je suis nulle, j'y arriverai pas. Ok, je suis nulle, j'y arriverai pas. Et puis on peut même se dire, ben, de toute façon, j'arriverai à rien et j'arriverai jamais à rien parce que je suis trop nulle, quoi. Ça, c'est une généralisation. C'est aussi quelque chose de très subjectif. C'est quelque chose qui est subjectif et qui est lié à un manque de confiance en soi. C'est pas, ça peut pas être objectif de dire je suis nul partout et j'arriverai jamais à rien. C'est en lien avec le manque de confiance en soi. Donc, déjà, s'il y a une chose à retenir pour être efficace quand on veut gérer son stress, c'est qu'on doit absolument faire un effort d'objectivité. On doit absolument mettre le doigt sur les biais, ce qu'on appelle les biais d'évaluation et les biais de jugement, c'est-à-dire ce qu'on évalue mal avec trop de subjectivité, avec trop de filtres et qui, du coup, accentue finalement ce déséquilibre. Voilà. Déjà, c'est la première chose à faire. C'est essayer d'avoir une vision, on va dire, la plus réaliste possible des événements, des contraintes, de l'environnement et de ce que nous sommes et des ressources dont on dispose. Quand on travaille avec des gens dépressifs, les gens dépressifs ont tous une estime de soi qui est au ras du sol. Voilà. Et c'est le premier problème. C'est le premier problème. Donc, ils ont une évaluation d'eux-mêmes, de l'environnement, de la vie, de leur capacité, qui est totalement erronée. Après, c'est inconscient et ils sont plutôt convaincus de la réalité de ce qu'ils pensent, mais ce qu'ils pensent est faux. Est faux. Alors après, c'est à se demander si finalement il existe une réalité, parce que dans ces cas-là, elle serait faite de la somme de toutes nos pensées. Bon. Mais on a des gens qui s'écartent plus ou moins quand même de quelque chose qui semble être à peu près objectif. Voilà. Donc déjà, si on veut gérer son stress, il faut faire cet effort-là d'être le plus objectif possible. En général, c'est pas facile d'être objectif soi-même sur soi-même. C'est pour ça que d'être en relation avec les autres, de parler avec les autres, d'écouter les autres, de faire l'effort de leur demander leur avis sur certaines choses, etc., de partager ses sentiments, ses émotions, ses ressentis, c'est important parce que ça permet quand même de limiter un peu ces biais d'évaluation et de jugement. Donc voilà, un gros travail, un gros travail dans la gestion du stress va consister à limiter donc ces biais d'évaluation et ces biais de jugement. Le problème, c'est que pour limiter ces biais d'évaluation et ces biais de jugement, il faut en prendre conscience. Et ça, c'est déjà très compliqué parce qu'en général, c'est des choses qui sont un peu, comment dire, ancrées en nous. Et c'est des croyances qui sont très fortes. Et c'est difficile souvent d'en prendre conscience. Mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. C'est tout à fait possible. Encore faut-il faire l'effort de le faire et prendre le temps de le faire. En général, la mauvaise gestion du stress, elle est liée au fait que on ne prend pas le temps de se poser ces bonnes questions-là. Donc, on ne prend pas le temps de bien évaluer ces contraintes et ces ressources. On a la tête dans le guidon parce qu'on est tous pris par plein de choses, alors qu'en fait, ce temps, il est indispensable et il est, en tout cas, il nous permettrait d'être beaucoup plus efficace. Alors,
on verra tout à l'heure, du coup, comment on peut, avec quel type de questionnement et quel type de raisonnement, on peut prendre conscience comme ça de ces biais et les travailler. Alors maintenant, je vais passer à la suite, à l'anxiété. Donc, pour le stress, on est d'accord, c'est une réaction naturelle de l'organisme, c'est indispensable, c'est vital. Quand je disais il n'y a pas de bon et de mauvais stress, c'est vrai et c'est pas vrai. En tout cas, ce qui n'est pas bon, c'est de rester à un niveau de stress très élevé, d'avoir des stratégies qui sont totalement inefficaces, c'est-à-dire de dépenser beaucoup, 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 beaucoup d'énergie à vouloir rétablir un équilibre sans jamais y arriver. Voilà. Donc ça c'est pas bon. Ça, c'est pas bon parce qu'on se fatigue, parce que on perd confiance en soi, parce que voilà, après on a des pathologies, qu'elles soient physiques, psychologiques, voilà, des troubles cognitifs, etc., qui viennent s'installer. Et ça, évidemment, c'est négatif. Et donc ça, on va voir comment se préserver ou se prémunir de ça. La différence avec l'anxiété, c'est quand quelqu'un anticipe toujours les choses de façon négative. L'anxiété, c'est un état psychologique. C'est la personne anxieuse, elle a toujours le sentiment que de toute façon, ça va mal se passer. Voilà. C'est de toute façon, mon examen, mes études, je vais tout foirer. C'est voilà, ça va, c'est une forme de fatalité. C'est plus du stress, parce que le stress, c'est oh là là, comment je vais faire pour y arriver, quoi. Ça me fait peur, j'ai pas envie d'échouer, j'ai envie de réussir, comment je vais y arriver. Alors on peut se dire, hein, je vais me planter, mais le stress met dans une énergie où on va quand même chercher à trouver cet équilibre. L'anxiété, il y a une forme de fatalité, c'est, voilà, de toute façon, ça va pas bien se passer. Voilà. De toute façon, il y a un danger. Donc, c'est un état d'alerte permanent. Et en général, les gens qui sont anxieux pensent qu'ils sont, comment dire, impuissants face au danger. Donc il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la, comment dire, de subir en tout cas, voilà, de subir les choses. Donc on n'est pas dans une réaction, le stress c'est une réaction, l'anxiété c'est vraiment un état psychologique, voilà, donc on subit les choses. Donc c'est un vécu permanent d'inquiétude et d'appréhension, voilà, qui va se manifester par des symptômes somatiques, psychologiques, comportementaux, etc. On va les voir. Donc, être anxieux, parfois, c'est normal. Être stressé, parfois, c'est normal. Être anxieux, quand c'est ponctuel, pourquoi pas? Mais être anxieux, ça peut être normal si la peur est rationnelle. D'accord? Parfois, on est anxieux et on a le droit ou on a raison d'être anxieux parce que il y a potentiellement un vrai danger. Mais cette anxiété, il faut qu'elle soit ponctuelle. Et c'est-à-dire qu'après, on ne doit plus la ressentir. L'anxiété, ce n'est pas un état permanent. Dès que c'est un état permanent, c'est une pathologie, c'est un trouble. D'accord? Donc on est dans un trouble psychologique donc, qui doit être pris en charge et qui doit être pour lequel on doit trouver une solution. Sinon, il va y avoir une altération de la vie de la personne qui vit cet état d'anxiété permanent. Je dis qu'on a le droit comment dire, d'être anxieux parce que c'est naturel et qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas avoir peur de rien et ne douter de rien, etc. Donc c'est naturel. Ce qui est important à comprendre, c'est que c'est un état qui doit être très passager. Voilà. Ce n'est pas un état qui doit être permanent. Si on prend l'exemple de l'hypocondriaque, on peut avoir peur d'avoir une maladie parce qu'un jour on a un symptôme qu'on ne connaît pas, qui nous fait peur. On a été sur Internet, on a vu des trucs, on s'est dit, ah zut, voilà, je suis sûre que j'ai ça, voilà, je suis sûre que j'ai ça, etc. Bon, on va voir le médecin, il fait des examens, hop, non, bah, vous n'avez pas ça, finalement, vous avez mangé un truc pas bon, etc. Ok, voilà, l'anxiété, elle disparaît. L'anxiété, elle est
pathologique quand malgré tout on se dit non, je suis sûre que j'ai quelque chose. Je suis sûre que j'ai quelque chose. Ça va pas. Ça va pas. D'abord, j'ai plus mal là où j'avais mal tout à l'heure, mais maintenant j'ai mal là. Et bon, alors c'est peut-être pas ça, mais il n'a pas vu ça. Et d'accord, il n'a pas fait les examens pour ça, donc je suis sûre que j'ai ça. C'est ça l'anxiété qui est pathologique. C'est quand de toute façon, il va se passer quelque chose qui est de négatif. Voilà. Et c'est quand on perd pied avec ce qui est rationnel. Voilà. Si on prend l'exemple de la phobie c'est une anxiété pathologique, c'est un trouble anxieux. Avoir peur d'une araignée, ici en France, c'est irrationnel. Il n'y a pas d'araignée mortelle en France. C'est irrationnel. Pourtant, quand vous accompagnez des gens qui ont des phobies de l'araignée, c'est une peur, enfin, comme peut-être jamais aucun d'entre nous n'a pu vivre jusque-là. Donc, elle est bien réelle, hein, cette peur. Mais en tout cas, l'objet, il est irrationnel, comme l'hypocondriaque, comme l'agoraphobe. Voilà. Donc, les troubles anxieux, c'est cette peur irrationnelle qu'il va se passer quelque chose de négatif et qu'on est en danger. Et donc, c'est cet état d'alerte perpétuel. Et très souvent, malheureusement, l'anxiété, quand elle n'est pas traitée, eh bien, elle se transforme en dépression. Parce que quand vous vivez en permanence avec l'idée d'un danger, déjà, ça vous coupe du monde, socialement parlant. C'est-à-dire que bien souvent, les gens finalement sortent peu ou plus, ou en tout cas, toute leur vie tourne autour de leur objet d'anxiété. Quand c'est une anxiété généralisée, de toute façon, elle prend tout l'espace dans leur vie. Et bien souvent, malheureusement, les gens très anxieux et qui ne se soignent pas sont des gens qui vont aller vers la dépression. Il faut savoir que tous les dépressifs sont anxieux. Tous les dépressifs sont anxieux, mais tous les anxieux ne sont pas dépressifs. Donc, arrêtons-nous à l'anxiété avant d'aller à la dépression. Une autre chose qui me paraît importante dans l'anxiété, parce que je trouve que c'est quand même un symptôme qui est très fréquent, et surtout quand on est jeune, et qui peut faire très peur, c'est les attaques de panique. Les attaques de panique, c'est quand tout d'un coup, et souvent pour une raison totalement irrationnelle, justement, c'est pas une attaque de panique, je suis pas témoin d'un crime, où là j'ai une attaque de panique et c'est une réaction anxieuse normale, parce que la peur est rationnelle. Là je parle des attaques de panique où un jour je prends le métro et tout d'un coup, je sais pas pourquoi, je me sens mal, j'ai une bouffée de chaleur, j'ai le cœur qui s'accélère, je commence à transpirer, à trembler, je sens des picotements dans les jambes, je me sens étourdie, j'ai le sentiment que je vais m'évanouir, je commence à avoir des nausées, j'ai du mal à respirer, j'ai la poitrine qui est oppressée, j'ai le sentiment de perdre pied avec la réalité. Vous voyez que tout d'un coup, j'ai l'impression de flotter dans voilà. Et puis, la peur de perdre le contrôle, et souvent, ce qui est associé aussi aux attaques de panique, c'est la peur de mourir, quoi, que le cœur va s'arrêter, qu'on va faire une crise cardiaque, qu'on va s'étouffer, voilà. Et ça, malheureusement, et encore plus là dans les contextes très anxiogènes quand même que l'on vit actuellement, où on est enfermé, où on voit moins de gens, voilà, les attaques de panique voilà, ont tendance quand même à être nombreuses parce que l'anxiété monte. Et donc, voilà, c'est important de savoir ce que c'est, sachant que les attaques de panique, c'est absolument pas dangereux. Absolument pas dangereux. Jamais personne n'est mort d'une attaque de panique. Mais c'est un signal fort, quand même, d'un niveau anxieux important et qui mérite, dès la première attaque de panique, de s'y intéresser. Et quand on ne s'intéresse pas à l'anxiété en allant sur Internet ou voilà, on s'intéresse à l'anxiété, quand même, j'allais dire en allant consulter quelqu'un qui connaît ce sujet-là. Ou en tout cas en parlant, ça c'est sûr. Nous, moi, en moyenne, les gens anxieux que je retrouve chez moi dans mon cabinet, ça fait 10 ans qu'ils ont ces troubles anxieux. 10 ans qu'ils ont ces troubles anxieux. Ils seraient venus, alors peut-être pas 10 ans avant, le temps de, voilà, bon,
de se rendre compte de ça, de l'accepter et puis d'accepter qu'on a besoin d'être aidé. Il s'en sortirait avec beaucoup plus de certitude déjà et beaucoup plus rapidement. 10 ans d'anxiété, c'est des comportements qui sont ancrés très profondément et ça va être un travail beaucoup plus long pour retrouver une vie normale, si on peut retrouver une vie normale après 10 ans d'anxiété généralisée. Donc c'est important voilà, d'être à l'écoute de ces choses-là et de se dire il faut se prendre en charge le plus rapidement possible et ce sont des choses en plus qui sont très bien traitées, qu'on connaît très très bien aujourd'hui, avec des thérapies qui marchent très bien, et même parfois des béquilles médicamenteuses quand c'est nécessaire, mais qui sont très très efficaces, et franchement qui permettent de s'en sortir très vite. Donc c'est important d'en parler déjà. Alors j'ai vu qu'il y avait des questions, du coup je vais peut-être faire un petit... Hop, afficher la conversation. Alors, évidemment, du coup, je ne les ai pas lus au fur et à mesure. Donc, des exemples, s'il vous plaît. La perception du danger n'est-elle pas personnelle? C'est par rapport à l'anxiété? Oui, mais après, vous avez donné l'exemple de celui qui ne croit pas, même quand il a une preuve. Par exemple, un médecin, quelqu'un quand même de confiance, même avec une preuve, il va rester dans son état de négation. Donc voilà, c'était un exemple plutôt parlant, donc merci. D'accord, ok. Comment savoir si on est anxieux ou en état de stress? Ben, il y a quelque chose qui est important, c'est dans l'anxiété, je pense que il y a une question qu'il faut se poser, c'est si l'état de stress, on va dire, en tout cas ce qu'on ressent là, comme tension, parce qu'on va dire que et l'anxiété et le stress génèrent une forme de tension. Déjà, est-ce qu'on sait pourquoi on est dans cet état-là? Est-ce qu'on identifie la cause? Et si on identifie la cause, est-ce qu'elle est rationnelle? Déjà, il y a ça. Si on identifie la cause et qu'elle est rationnelle, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on est dans un état de stress. Si on a du mal à identifier la cause ou qu'elle semble pas rationnelle, et on peut avoir, c'est ça qui est troublant, c'est qu'on peut avoir conscience d'être anxieux pour des choses qui sont irrationnelles. Les hypochondriaques, si je reprends l'exemple justement de mon hypochondriaque, il est tout à fait capable, dans des moments de lucidité, de dire mais je sais que c'est irrationnel et que voilà. Mais son anxiété va le rattraper de toute façon, à un moment ou à un autre. Elle va reprendre le dessus. Il va avoir des moments de lucidité, puis ensuite l'anxiété va reprendre le dessus et finalement il va être aspiré par ses peurs. Donc savoir si on est dans un état anxieux ou un état de stress, je pense qu'il y a ça. Il y a la possibilité ou non d'identifier le stresseur et si oui, est-ce qu'il est rationnel? Après, voilà, il faut penser qu'on est un peu dans un continuum, hein. Pour moi, le stress, l'anxiété, elle vient chevaucher un peu le stress et on ne sait pas exactement à quel moment se situe la frontière, la limite, etc. En tout cas, c'est sûr que le stress, c'est une réaction et le stress, c'est une réaction, comment dire, proactive. On va faire quelque chose pour retrouver cet équilibre. L'anxiété, c'est pas ça. L'anxiété, à part avoir peur et être en tension, ça va pas me faire agir. C'est pas c'est pas quelque chose qui va pousser en tout cas l'individu à être proactif. Ou alors, si proactif comment, c'est si j'ai peur de faire une attaque de panique dans le bus, je vais plus prendre le bus, et puis ensuite je vais plus prendre le métro, puis en plus après je vais plus sortir de chez moi, et puis je vais rester enfermé chez moi, etc. Donc oui, il va y avoir comment dire, des réactions d'évitement.
mais toutes les réactions qu'engendre l'anxiété vont être des réactions qui vont être inefficaces et qui vont être négatives et qui vont amener finalement à altérer le fonctionnement normal de l'individu, ce qui n'est pas le cas du stress. Le stress, au contraire, on peut aller chercher des ressources très intéressantes, on peut être très créatif, si je puis dire, quand on est en état de stress. Par contre, quand on est en état de stress permanent et qu'on s'épuise à faire les choses, là c'est inquiétant, mais c'est quand on s'épuise à faire des choses qui sont inefficaces. Le problème, c'est surtout dans l'inefficacité des réponses que l'on donne. Les terreurs nocturnes de cet ordre aussi, de l'ordre de quoi? De l'attaque de panique? Ah oui, comme les attaques de panique, pardon. Je sais pas. Franchement, c'est une question intéressante, effectivement. Je sais pas. Je sais pas du tout si on pourrait effectivement, oui, penser en tout cas que les terreurs nocturnes sont oui, une forme d'attaque de panique. Mais je pourrais pas, non, je pourrais pas vous dire. Je pourrais pas vous dire. Donc, qu'est-ce que j'en étais où? Donc, bon, j'en étais donc à la dépression. Donc, un trouble anxieux qui n'est pas traité et qu'on laisse comme ça finalement s'accentuer peut amener à la dépression. Pas uniquement, hein, la dépression, elle peut être liée à d'autres événements de la vie, elle est aussi liée à des, comment dire, à des facteurs héréditaires génétiques, elle est liée à la consommation aussi de certaines substances, elle est liée voilà, à beaucoup d'autres choses. Mais c'est vrai que quand on fait des études et qu'on se rend compte que finalement tous les dépressifs sont anxieux, on ne peut pas penser que l'anxiété y soit pour rien dans la dépression. Donc, il y a un lien entre l'anxiété et la dépression. Après, la dépression, c'est vraiment un trouble de l'humeur, d'accord? C'est plus un trouble anxieux, on passe dans une autre catégorie, et c'est les troubles de l'humeur. Alors, c'est l'abaissement de l'humeur, évidemment, la réduction de l'énergie, la diminution des activités, c'est ne plus éprouver de plaisir, avoir une perte d'intérêt significative, ne plus avoir d'aptitude à se concentrer, avoir une fatigue très importante même quand on ne fait pas grand-chose. Et vous avez des dépressifs qui ne font rien mais qui sont très 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 fatigués, vraiment une fatigue, comment dire, commensurable, voilà, des troubles du sommeil, une diminution de l'appétit, et puis dans la dépression, ce qui est quand même aussi différent du stress et de l'anxiété, parce que c'est un symptôme, on va dire, généralisé dans la dépression, c'est la baisse de l'estime de soi, la baisse de la confiance en soi, des idées de culpabilité, de dévalorisation, voilà. Et puis parfois, malheureusement, des idées suicidaires et, ou des tentatives de suicide ou des suicides. Donc voilà, après la dépression, on est vraiment dans quelque chose de caractérisé et on passe dans un autre trouble qui est donc le trouble de l'humeur. Voilà. C'est bon pour vous la différence entre stress, anxiété, dépression? Alors après, voilà, la différence entre stress et anxiété, je vous rassure, hein, quand vous lisez les articles scientifiques, même les scientifiques parfois s'en mêlent les pinceaux, et si vous rajoutez en plus de ça le terme d'angoisse, on ne sait pas où la mettre. Bon. Mais l'idée, c'est que, en tout cas, en termes de troubles en psychologie, c'est deux choses très différentes, le stress et l'anxiété. Donc je voulais quand même souligner tout ça. Alors après, les signaux. Finalement, à quoi peut-on voir voilà, qu'il y a peut-être des choses à faire? Alors ça, c'est très
comment dire, c'est très, déjà c'est très subjectif aussi parce que finalement chacun a sa propre grille de lecture et je pense que ben, on est nous-mêmes les mieux placés pour savoir s'il y a quelque chose de différent dans notre fonctionnement, parce que finalement la première chose qui doit alerter sur l'état psychologique de quelqu'un, c'est le changement. À partir du moment où quelqu'un que vous connaissez bien, qui a ses habitudes, etc., alimentaires, de sommeil, ses habitudes sociales, ses habitudes, voilà. À partir du moment où il y a un changement, euh, on peut dire que, en tout cas, sans avoir une alerte, il faut s'interroger. Voilà. Et il faut s'interroger et se demander si ce changement, il a une explication, comment dire, euh, visible, enfin concrète, voilà, et un changement qu'on peut s'expliquer finalement pratiquement immédiatement. Bah voilà, il mange pas, bah oui, la semaine dernière, je sais pas moi, une indigestion, une intoxication alimentaire, donc bon, bah là, il a un peu de mal à, voilà, et donc il mange plus. Bon, ok, j'ai un comportement voilà, changeant, j'ai l'explication qui va avec. Il a mal au dos, il a fait un déménagement le week-end dernier, il n'y a rien d'inquiétant. Par contre, quand on voit des changements comme ça sans cause apparente, il faut toujours s'en inquiéter. Et c'est valable chez soi et c'est valable chez les autres. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, je commence à moins bien dormir, alors que j'ai toujours bien dormi, j'ai toujours une bonne qualité de sommeil, etc., et que là, tout d'un coup, je me rends compte que ben, je me réveille plus fatiguée, j'ai plus de mal à m'endormir, ou j'ai quelques réveils nocturnes, etc. Pendant ces réveils nocturnes, j'ai l'impression que je suis envahie par des pensées qui sont plutôt négatives. J'ai le sentiment voilà, de me réveiller dans un état d'esprit très pessimiste, de voir les choses voilà, noires, alors que ce n'est pas dans mes habitudes. Il faut être alerté par ce type de changement de comportement. Sauf, encore une fois, si on est capable de l'expliquer par quelque chose voilà, encore une fois, de très rationnel, de très factuel, et voilà. Donc, le changement de comportement. Après, bon, ben, comment dire, que ce soit l'anxiété, que ce soit le stress, la dépression, c'est encore autre chose parce qu'on a des signaux de toute façon d'anxiété ou de stress qui apparaissent bien avant la dépression. C'est classique, hein, ça va envahir, on va dire, les 4 sphères physiques, psychologiques, émotionnelles, cognitives et comportementales. Et plus l'état de la personne va se dégrader et plus ben, les différentes sphères vont être atteintes. C'est-à-dire qu'au départ, on peut avoir une seule sphère qui va être atteinte, c'est-à-dire que ben, quelqu'un va avoir, je ne sais pas moi, des troubles du sommeil et puis un mal de dos. Et puis petit à petit, voilà, va avoir des troubles émotionnels ou ben, une difficulté à gérer ses émotions, une plus grande sensibilité, plus d'irritabilité, etc. Et puis après des troubles cognitifs, une difficulté à se concentrer, une difficulté de mémorisation. Voilà. Vous avez voilà, des gens qui essayent de travailler comme d'habitude, mais qui n'y arrivent plus, qui font des erreurs voilà, qu'elles ne faisaient pas avant, etc. Et puis après, des troubles, des signes plutôt comportementaux avec alors, de l'isolement, du repli sur soi, une envie de rester seul, un peu la flemme de tout faire, on n'a plus envie de se lever, on a envie de rester couché, on est agacé rapidement, on se trouve plus intolérant, voilà. Bon. Et puis tout ça, bon, ben, voilà, les choses vont petit à petit, plus l'état va se dégrader et plus les symptômes seront nombreux et plus elles vont envahir différentes sphères de la vie de la personne et donc plus ça va être handicapant. Ce qui est compliqué, c'est que ben, en général, on s'alerte quand les symptômes touchent justement différentes sphères. Quand ça reste, ouais, je sais pas, en ce moment je dors mal et puis voilà, je sens que j'ai des douleurs un peu musculaires un peu partout. Bon, c'est pas forcément à ce moment-là qu'on s'inquiète, qu'on s'alerte, et que voilà. Pourtant, il faudrait idéalement être à l'écoute, voilà, assez, de manière assez précoce, être à l'écoute de ces symptômes-là.
sans tomber dans la paranoïa, c'est un autre trouble et il ne s'agit pas de ça. Mais voilà, il faudrait être attentif à ça. Pour soi déjà, et puis quand on arrive à les repérer chez les autres, mais c'est dur de les repérer chez les autres parce que, à moins, sauf pour les gens vraiment qu'on connaît très très bien, allez, ses propres enfants, on va dire, quand ils sont petits, avant qu'ils nous échappent un peu et qu'on les connaisse un peu moins bien, ou son conjoint, ou vraiment des amis très proches, pour lesquels peut-être on serait capable de voir ça, mais sinon c'est compliqué de voir ces symptômes chez les autres. Donc c'est pour ça que mieux vaut inviter en tout cas les gens à parler de ça et d'eux, parce que sinon il faudrait être à l'affût derrière eux du moindre changement, ce qui est un peu compliqué. C'est pour ça que dans le monde du travail, quand on dit aux managers, voilà, soyez attentifs, regardez, etc., c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement difficile comment dire, de repérer ces symptômes-là. Pour la dépression, peut-elle être soudaine ou est-ce qu'elle vient petit à petit? Alors en général, la dépression, elle vient petit à petit, sauf quand elle est, comment dire, en lien avec un choc traumatique. Un décès, par exemple, d'un proche, d'un parent pour un adolescent, pour un jeune, peut déclencher une dépression, mais c'est en lien avec, en fait, avec le deuil. C'est-à-dire que après la première phase du deuil, dans la phase basse, on va dire, du deuil, qui est de toute façon une phase de dépression, la personne n'arrive pas à faire la phase d'acceptation et de reconstruction, et donc elle va rester dans cette phase de dépression. Et donc c'est une dépression qui est relativement soudaine parce qu'effectivement elle est directement en lien avec un choc traumatique. Sinon, non, la dépression, elle vient quand même petit à petit. Alors, plus ou moins, on va dire. Et puis après, elle est plus ou moins sévère. Elle peut s'aggraver relativement vite. Mais en général, les signes précurseurs et le terrain, en tout cas le terrain propice, était là. Et il était là depuis longtemps. Et ouais. Que se passe-t-il concrètement dans le cerveau quand on fait une dépression? Alors là, je sais qu'il y a des histoires il y a des histoires, alors moi, pour le coup, je ne suis pas experte dans ce domaine-là. Pourtant, on l'étudie, mais je ne suis pas experte en ça. Mais en tout cas, c'est sûr que dans le cerveau, concrètement, il y a des capteurs, en tout cas, qui fonctionnent pas et d'autres qui fonctionnent pas correctement. Et donc, les échanges chimiques et électriques, en tout cas, dans le cerveau, fonctionnent pas correctement. D'où l'effet des antidépresseurs. Hein. Les antidépresseurs vont venir se mettre sur des capteurs, en tout cas sur les neurones et dans le cerveau pour faire le travail qui ne fait pas, parce que l'effet, en tout cas, de ces dysfonctionnements du cerveau font que certaines émotions vont être décuplées alors que d'autres vont être complètement inhibées. Et donc, l'effet des antidépresseurs vient contrecarrer finalement ces dysfonctionnements pour revenir à un fonctionnement qui n'est pas un fonctionnement normal, mais en tout cas qui est un fonctionnement qui fait moins souffrir la personne. Mais je ne saurais pas vous dire exactement ce qui se passe dans le cerveau quand on fait une dépression. Mais c'est intéressant de le savoir et pour les gens qui prennent des antidépresseurs, je trouve que souvent les psychiatres n'expliquent pas suffisamment aux personnes qui sont en dépression ce qui se passe sur le plan vraiment effectivement physique et chimique, voilà, et l'effet, enfin, pas l'effet, comment dire, l'action des antidépresseurs ou des anxiolytiques, quand c'est des anxiolytiques. Alors, je passe à la dernière partie sur, donc, bon, finalement, comment faire. Enfin, comment faire et puis qu'est-ce qu'on fait et voilà. Alors,
En fait, quand on est dans une situation, donc je reprends la question du stress, parce qu'idéalement, il faudrait commencer par là, bien gérer son stress. Si on gère bien son stress, on a quand même beaucoup moins de chances d'être dans un état anxieux. Et si on n'est pas stressé ni anxieux, on a quand même très peu de chances d'être dépressif. À moins, encore une fois, d'un événement dramatique de la vie, voilà, ou d'avoir des antécédents ou comment dire, comment dire, voilà, des choses héréditaires ou génétiques qui vont favoriser en tout cas le terrain dépressif. En tout cas, voilà, comme je vous le disais, donc il y a ce déséquilibre et donc l'homme, comme beaucoup de choses dans la nature, donc ne supporte pas le déséquilibre et donc ce qu'il souhaite lui, c'est revenir à son état normal. Voilà. Donc il va déployer beaucoup d'énergie à trouver des stratégies pour retrouver son état de fonctionnement normal. Et donc, comme on le dit, souvent, le stress, il prépare à deux choses. Il prépare soit à la fuite, soit au combat. Voilà. Donc, on est programmé comme ça. Et alors, c'est un peu simpliste, mais finalement, c'est quand même ça. Et donc, il va mettre en place le stress en psychologie, on appelle ça le syndrome général d'adaptation. C'est-à-dire, donc, vraiment, à partir du moment où l'homme a des symptômes qui lui disent qu'il y a un déséquilibre, il va mettre en place des stratégies pour s'adapter à cette situation et donc retrouver son équilibre. Donc le syndrome général d'adaptation. Et dans le syndrome général d'adaptation, il y a trois stratégies, trois familles, on va dire, de stratégies. Il y a les premières stratégies qui sont centrées sur le problème. D'accord ? Donc là, on est plutôt dans des stratégies qui sont des stratégies de combat, d'affrontement. Enfin, de combat dans le sens où j'affronte le problème, quoi. Je lui tourne pas le dos, j'affronte le problème. Des stratégies qui sont centrées sur les émotions. D'accord ? C'est le problème, il est là, et je vais le gérer, tout ou en partie, en gérant mes émotions. C'est-à-dire en annulant ce que le déséquilibre provoque comme chose désagréable en moi. Et la troisième stratégie, que l'on retrouve dans les deux premières, c'est ce qu'on appelle le soutien social. D'accord ? Ce qu'on doit comment dire, avoir à l'esprit, c'est que l'homme est un animal social. Et donc, il a besoin des autres. Et donc, dans ces stratégies comment dire, de coping, donc d'adaptation, l'autre va être extrêmement important. Et c'est souvent, d'ailleurs, des stratégies qui sont très efficaces. Autant dans les stratégies centrées sur le problème et dans les stratégies centrées sur les émotions, il y a des stratégies qui sont très inefficaces et qu'on continue pour autant d'appliquer en étant toujours sûr que c'est la bonne stratégie. Et en fait, ça n'arrange jamais le problème. Mais c'est pas grave, on continue à le faire et on a toujours le même problème et on est toujours autant stressé. Et voilà. Autant les stratégies centrées sur le soutien social sont des stratégies qui fonctionnent bien. C'est pas pour faire un petit point, comment dire, humaniste et philosophique, mais pour dire quand même que moi qui travaille dans les entreprises, ça me permet quand même de rappeler que le contact et le lien social, c'est important et que malgré tout ce qu'on dit, on ne pourra pas s'en priver. Bon, ceci étant dit, je vais prendre un exemple. Je suis étudiant et j'ai un entretien pour un stage. Je vais prendre des exemples de stratégies centrées sur le problème. Ah. Ah. Je prends donc des exemples de stratégies centrées sur le problème. J'ai un rendez-vous pour un stage, donc un entretien. Je peux réfléchir aux questions qu'on va me poser et préparer mes réponses avec quelqu'un qui connaît le secteur ou qui connaît bien le recrutement, ou j'en sais rien. Je peux faire des simulations avec des amis ou avec ma famille. Voilà. Je peux aller sur le site internet de l'entreprise, essayer de la connaître du mieux possible pour ne pas être là à découvrir les choses au fur et à mesure de l'entretien et me préparer à ça.
Je peux partir à l'avance, bien à l'avance, pour pas être en retard, pour pas me mettre dans ce stress-là, pour prévenir en cas d'embouteillage, de bus, de machin, de trucs. Je peux préparer mon itinéraire la veille, en tout cas me dire, ok, bon, c'est sur la ligne 8, donc il va falloir que je prenne tel métro, tel métro, tel métro, ou tel tram, si on est à Bordeaux. Voilà. Ça, c'est des stratégies qui sont centrées sur le problème. Je peux aussi avoir des stratégies qui sont basées qui sont centrées sur les émotions. Donc, le but, c'est de se calmer intérieurement, d'accord? C'est de gérer les émotions éventuellement négatives qui pourraient arriver. C'est donc faire des exercices de relaxation pour bien dormir la veille, donc les faire avant, pendant, après, etc. C'est aller courir le matin pour se défouler, c'est se faire un peu un renforcement positif et se dire, ok, c'est voilà, mes qualités, c'est quoi, mes compétences, mes réussites, et puis de se faire une petite méthode Coué comme ça. Bon, je ne sais pas si c'est ça qui fonctionne le mieux, mais en tout cas, se réassurer en faisant le point, en tout cas, sur ses qualités, ses compétences, ses réussites. Ça peut être se prévoir un truc agréable après, se dire, allez, après l'entretien, là, je sais que ça va être compliqué et tout, ça va m'angoisser, mais après, je vais me faire plaisir, je passerai à telle boutique, je vais m'acheter un petit truc et tout, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire, je le ferai, voilà, ou alors je vais déjeuner avec un pote, ou je vais faire un truc en tout cas agréable. Tout ça, ce sont des stratégies qui sont centrées sur les émotions. Et puis, il y a une autre stratégie, donc, qui est la fuite. Et de dire par exemple, bon ben voilà, j'ai de la fièvre ce matin, je me sens pas bien, finalement je vais pas y aller, et puis tant pis pour le stage, etc. C'est une stratégie qui est centrée sur la fuite. Donc sur toutes ces stratégies, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est-à-dire que ce ne sont pas les stratégies qui sont basées sur comment dire, le soutien social ou qui sont comment dire, centrées sur le problème qui sont les meilleures. Ce qu'il faut, c'est être en capacité déjà de prendre conscience quand une stratégie n'est pas efficace. C'est-à-dire que quand on a un problème, qu'on réagit d'une certaine façon face à ce problème, et que plusieurs mois après, ou plusieurs semaines, ou plusieurs jours, peu importe, on se dit, bon, c'était quoi la situation qui me stressait? C'était ça, ok. Je prends un exemple. Bon, c'était quoi la situation qui me stressait? C'est mes problèmes d'argent. Je suis à découvert, etc. C'est l'angoisse, ça me coûte cher, je ne sais pas comment m'en sortir, ça me procure beaucoup de stress, j'y pense la nuit, je n'ai pas de solution, je me sens complètement submergée par ça, c'est horrible. Ok, je reçois des lettres de ma banque, je ne les ouvre pas. À chaque fois que je vois le logo Société Générale, Crédit Agricole, Crédit Lyonnais, etc., je laisse de côté, surtout je n'ouvre pas parce que ça m'angoisse, je n'ai pas envie de voir ce qu'il y a dedans, etc. Donc, je la laisse de côté. Plusieurs semaines plus tard, la situation, elle en est où? Elle en est toujours au même point, voire pire, parce que la lettre que j'avais pas ouverte, en fait, il me prévenait que j'avais plus que 15 jours pour solutionner un truc par rapport à un chèque que j'avais fait qui était tatata. Donc, ma stratégie, elle fonctionne pas, mais j'ai toujours pas le courage d'ouvrir mes lettres, j'ai toujours pas le courage d'affronter les problèmes. Et donc, je continue à faire cette stratégie-là. Elle fonctionne pas, mais c'est pas grave, je continue quand même de la faire. Et puis voilà. Voilà. Ça, ce sont des réactions. Bon, je prends un exemple un peu extrême, mais pas tant que ça, parce que finalement, malheureusement, c'est aussi une réalité. Il y a bien des ministres qui parlent de phobie administrative. Il n'y a pas que les ministres qui ont des phobies administratives, et il y a bien des gens qui n'osent même plus aller ouvrir leur boîte aux lettres tellement ils ont de factures et de mauvaises nouvelles. Donc ils sont dans le déni, mais au moins quand ils sont dans le déni, ça apaise leur souffrance d'une certaine façon, leur stress. Donc c'est une stratégie d'adaptation, c'est de ne pas regarder la réalité en face, c'est de faire comme si ça n'existait pas. C'est inefficace, complètement inefficace, ça n'apporte aucune solution. La situation de problème, elle sera toujours là, mais ponctuellement, ça répond à ça. Et le problème en général dans le stress, c'est ça. C'est qu'on continue comment dire, à apporter des solutions ou à mettre en place des stratégies qui sont inefficaces. Et tant qu'on ne se dit pas, en fait, le problème, c'est ça. Moi, mon comportement, c'est ça. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Ça ne marche pas. Et donc là, il faut passer à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est donc je change de comportement. Et en général, on s'arrête à l'étape d'avant.
Non, ça marche pas, j'ai toujours le même problème, mais de toute façon, le problème, c'est pas moi, le problème, c'est l'État qui coûte trop cher, on paye trop d'agios, on paye trop d'impôts, mon salaire, il n'est pas bon, c'est dana. Voilà, donc on trouve d'autres excuses qui sont peut-être en partie vraies, je dis pas, mais en tout cas, tout pour ne pas changer de comportement. Et donc, on revient dans cette boucle, etc. Et donc, une bonne gestion du stress, c'est de surtout pas faire ça. Je prends un autre exemple. Je suis dans une relation amoureuse totalement toxique pour moi. Une relation qui me vampirise totalement. Je me sens très, très, très mal, mais en même temps, c'est quelque chose voilà, de complètement passionnel. Je me sens. Voilà. Bref, j'emploie une énergie monstrueuse à faire en sorte que les choses se passent bien, se passent mieux, parce que je ne sais pas, je suis en train de m'auto-convaincre que il peut peut-être se passer quelque chose, qu'un jour ça va bien se passer, qu'un jour ça se passera comme j'aimerais que ça se passe, etc. Et donc je dépense une énergie folle, 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 folle. Alors là, pour le coup, je suis à fond centrée sur le problème, alors qu'en fait, la seule chose qu'il faudrait faire, c'est le fuir. Donc ce que j'essaye de vous dire, c'est que le stress, il devient pathologique, il devient vraiment problématique, et il commence à vraiment altérer le fonctionnement de quelqu'un quand cette personne-là dépense une énergie folle à mettre en place des stratégies qui ne sont pas efficaces. J'ai un partiel, j'ai pris du retard, ça me semble complètement insurmontable maintenant, et donc je procrastine. C'est-à-dire que je me dis, bon, ben, je verrai la semaine prochaine, ben, le jour J, je verrai bien. Voilà, peut-être que ça aussi, ça fait partie des stratégies de coping, c'est-à-dire de croire en quelque chose qui est d'incroyable. Le jour du partiel, peut-être, je ne sais pas comment, mais je mise tout là-dessus. Je vais être inspirée de l'esprit divin et je vais réussir à faire un truc exceptionnel. Bon, en général, ça ne marche pas. Et finalement, il aurait fallu voilà, affronter le problème, se dire ok, j'ai du retard, voilà, il faut que j'organise un truc, il faut que je m'organise un planning de révision, etc. Il faut que je demande à des gens de m'expliquer, il faut que je demande à voilà. Bon, dernier exemple, je me sens pas bien, j'ai pas le moral. Je ne sais pas très bien quoi faire, voilà, je m'isole, je suis un peu dans la solitude, etc. Ce que je fais, c'est des soirées avec des amis, je bois quelques verres, je fume, euh, je prends tout ce qui me passe entre les mains, je bois encore quelques verres, puis le lendemain je ressors, et puis le surlendemain, et le surlendemain, etc., etc., etc. Et puis après je fais bonne figure parce que voilà, je sais plus trop, voilà, donc je dis rien, donc je m'enfonce dans ce truc-là, etc. Voilà. Et ça aussi c'est une stratégie de coping. Voilà, une forme de fuite, une forme de déni, c'est une façon, en tout cas, quand on consomme quelques substances, c'est une façon voilà, d'alléger, comment dire, d'alléger sa souffrance, en tout cas en maîtrisant ses émotions négatives, mais sans des stratégies d'adaptation qui sont très inefficaces. Voilà. Donc, ce qu'on devrait faire, en tout cas, avant d'être dans un stress euh, qui est trop diffus et qui ne permet plus, en tout cas, finalement, d'identifier les causes, on devrait tous, de temps en temps, se dire, OK, voilà, je suis stressée, mais qu'est-ce qui me stresse concrètement? Voilà. En général, on dit, quel est le problème exactement? Quel est le problème exactement? Bon, alors le problème, c'est ça. OK. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Je ressens ça, je pense ça, etc. Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est pas rationnel? Non, c'est pas tout à fait rationnel parce que en fait, en général, je me dis, tout est de sa faute. Si c'est comme ça, c'est parce que lui, il fait aucun effort, etc. Moi, je fais tout pour que ça se passe bien. Voilà. Bon, j'avoue que non, c'est pas très rationnel, c'est pas tout à fait vrai. On pourrait penser un peu différemment. Ok, comment on pourrait penser différemment? Je pourrais me dire que tatati tatata, ok. Voilà. Est-ce que le comportement que tu as aujourd'hui, il est efficace? C'est-à-dire efficace, est-ce que réellement il apporte une solution au problème et est-ce que réellement cette solution que tu apportes au problème agit sur la tension que tu ressens? Oui ou non? Si la réponse est non, encore une fois, alors comment se comporter différemment pour que cette fois on agisse sur le problème et qu'on sorte de cette impasse, quoi.
Donc là, il y a des exercices, voilà, il y a un exercice qui s'appelle la question du miracle, qui est sympa. Je pourrais peut-être vous transmettre, Marion, si après vous voulez euh, voilà, les diffuser en tout cas aux participants. C'est assez bien d'avoir ces petits outils. Il y a la question du miracle, il y a les colonnes de Beck qui sont connues, il y a la grille CK, enfin c'est des petites choses comme ça. Mais il y a aussi des choses plus simples où c'est par exemple la vie de la copine. En tout cas, nous on travaille beaucoup comme ça en thérapie, c'est-à-dire que quand on voit que les gens ont des pensées qui sont irrationnelles, on leur dit mais et finalement, imaginons, vous auriez quelqu'un à côté de vous, votre meilleur ami ou un proche, quelqu'un de bienveillant avec vous. Qu'est-ce qu'il vous dirait de ça? Qu'est-ce qu'il vous dirait de cette situation? Et on peut se le dire à soi. Voilà, si j'avais ma mère à côté de moi, si j'avais ma sœur, si j'avais ma meilleure amie, etc., qu'est-ce qu'elle me dirait? Qu'est-ce qu'elle penserait de ce que je pense moi de la situation? Voilà. Et puis après, pour conclure, j'en ai pas beaucoup parlé, mais il y a quand même l'aspect physique. C'est-à-dire que, alors évidemment, l'hygiène, le sommeil, l'alimentation, l'activité sportive, etc., enfin, c'est plus à démontrer. Ce n'est plus à démontrer l'importance, en tout cas, de l'hygiène de vie sur la santé mentale. Moi qui suis pas très, je suis pas très, comment dire, méditation, sophrologie, etc. Et bien, grâce à mes patients, j'ai pris conscience quand même que c'était des outils formidables voilà, pour gérer des états de stress et pour leur permettre aussi, parce que comment dire, le cerveau et le corps ne font rien de bon dans des états de tension. On ne prend pas des bonnes décisions dans un état de tension. On peut pas avoir des pensées rationnelles dans un état de tension. On ne peut pas avoir un jugement objectif dans un état de tension, etc. Donc déjà, il faut savoir voilà, se détendre, se relaxer. C'est tout bête. Mais avant de faire les exercices dont on parlait avant, si je me pose la question, quel est le problème exactement et quelles sont tes pensées? Ben moi, je pense que c'est de sa faute. Je pense que... Et si cet exercice-là, je le fais quand je suis au top du top du top de mon énervement et que je ressens une injustice monstrueuse parce que il vient de se passer quelque chose, en fait, le seul truc qui va se passer, c'est que je vais renforcer ma croyance et mon comportement. Et donc, oui, je fais bien de faire ça. Et demain, je ferai encore plus que ça. Je ne parlerai plus pendant 15 jours. Et bon, donc voilà, évidemment, ça n'a rien de bon. Donc, effectivement, se relaxer, se détendre et se mettre dans des bonnes conditions pour réfléchir en tout cas à est-ce que oui ou non j'ai une bonne gestion en tout cas de mon stress et est-ce que je fais les bons choix quoi d'une certaine façon. Voilà. Donc je vous donnerai oui, les quelques, voilà, les quelques petits exercices qui sont bon, que nous, thérapeutes, on utilise en thérapie, mais en fait qui sont des choses qu'on peut tout à fait utiliser soi-même. Voilà, c'est surtout des méthodes qui aident à se poser les bonnes questions, quoi, pour éviter voilà, de tourner en boucle tout le temps et de se poser des questions qui nous arrangent bien. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors en général, alors les dépressifs, malheureusement, les aider, ça va être à part, comment dire, à part une vraie prise en charge, souvent alors thérapeutique et médicamenteuse. L'entourage, on peut faire des choses, hein, écouter, soutenir, être proche, éviter l'isolement, éviter les comportements
comment dire, qui altèrent encore plus le fonctionnement de la personne. Je parle voilà, de l'alcool et autres, et de médicaments, d'automédication, etc. De ramener à des choses de plaisir, c'est-à-dire même si c'est des toutes petites choses, d'éveiller en tout cas dans le cerveau, d'essayer de lui rappeler en tout cas que le plaisir existe, et même si c'est par des toutes petites choses. Voilà, l'entourage, c'est ça, c'est être soutenant, être proche, être là, être à l'écoute, et surtout encourager à la prise en charge et à la régularité dans la prise en charge. C'est extrêmement important de bien prendre quand on est dépressif, de bien prendre son traitement, d'avoir confiance aux personnes qui font cette prise en charge, de bien suivre sa thérapie, etc. Et pour les proches, voilà, d'être soutenant et de rappeler, de faire des petites piqûres de rappel de plaisir de temps en temps, même si voilà, quand on est sur des dépressions sévères, c'est très très difficile même pour l'entourage. Et il ne faut pas se laisser happer par ça, parce que c'est pas contagieux, mais c'est très difficile de vivre avec quelqu'un qui fait une dépression sévère. Pour les anxieux, finalement, ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qu'on appelle l'exposition. C'est-à-dire que nous, en tout cas nous en TCC, les anxieux, on les met face à comment dire, aux facteurs anxiogènes. C'est-à-dire que quelqu'un qui a peur d'une araignée, on va la confronter à des araignées tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Celles qui ont peur des bus, on va leur faire prendre le bus. Ceux qui ont peur de l'avion, on va prendre l'avion. Ceux qui ont peur de la foule, on va les mettre dans la foule. Voilà. Il faut... le cerveau a construit quelque chose qui n'est pas rationnel. Il croit que c'est vrai. Donc ce qu'il faut faire, c'est il faut déconstruire, c'est faire ce qu'on appelle comment dire, de la restructuration cognitive. Donc on déconstruit ce que le cerveau a construit et on l'aide à reconstruire quelque chose de sensé, de rationnel. Et donc malheureusement, après on n'est pas sadique, hein, on le fait correctement, mais malheureusement ce qui fonctionne le mieux, c'est d'exposer la personne à ce qui vraiment crée cette anxiété. Et après, il y a une différence entre l'anxiété, entre les différents troubles anxieux. Pour les attaques de panique, on va aider les gens à gérer ces attaques de panique, à ne plus en avoir peur, parce que l'attaque de panique, c'est la peur d'avoir peur. Donc on va confronter les gens à leur peur, à la peur, et on va les aider à gérer cette peur, à maîtriser, à reprendre le contrôle en tout cas de leur corps et donc de leur peur. Pour les anxiétés généralisées, c'est-à-dire vraiment un trouble qui consiste à avoir peur un peu de tout sans que ce soit finalement quelque chose d'identifié, c'est ce qu'il y a de plus difficile à traiter. Malheureusement, on est obligé de traiter avec des anxiolytiques aussi, parce que souvent c'est des gros anxieux. Et puis on est obligé d'être sur une démarche un peu plus comment dire, psychothérapeutique, c'est-à-dire d'aller comprendre ce qui a déclenché cet état anxieux. Et souvent, on est sur des états de stress qui ont été, comment dire, intenses, longs, comment dire, chroniques, et qui ont amené à un état anxieux un peu généralisé. Et donc, on est obligé de revenir sur ce qui crée ce stress et refaire ce travail-là. Mais c'est plus long et c'est plus difficile. Est-ce qu'une personne qui passe d'un état normal à un état dépressif est finalement dépressif confirmé? C'est-à-dire? Je prends la parole du coup, c'est-à-dire c'est un peu au travail, donc il y a une personne qui est bien la plupart du temps, souriant, et d'un coup en angoisse vis-à-vis du monde de l'entreprise, vis-à-vis de son rôle dans le monde, vis-à-vis de
Enfin voilà, donc elle en parle, donc c'est bien, je trouve, d'en parler et d'assumer ça. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu, ça monte, ça descend. Et puis quand elle est dans cet état-là, euh, la présence, ça lui fait du bien, mais la parole, pas du tout, quoi. Elle n'est pas du tout réceptive. Et ça vient vraiment d'un coup? Elle passe d'un Ouais. état à l'autre Inexplicable, d'un coup, tristesse, là, un peu les larmes aux yeux, se coupe un peu des autres, le visage un peu fermé, enfin voilà. et quand elle n'est pas dans cet état-là, elle est dans un état comment normal ou euphorique? Non, normal. Et votre question, c'était quoi? Est-ce qu'une... Voilà, c'est de savoir si ben est-ce que c'est finalement dépressif. Moi, je vais pas lui dire tu es Non, dépressif parce que non seulement je suis pas psy, mais non, une dépression, quand vous non, êtes non, dépressif, vous ne sortez jamais de cet état-là. d'accord. Vous ne sortez pas de cet état. Vous êtes toujours dans cet état-là. Donc c'est des angoisses quoi. Alors, soit c'est des formes une forme d'attaque de panique, effectivement, avec tout d'un coup après, comme ça, elle a des symptômes, on va dire, physiologiques, physiques, Euh, ou c'est vraiment une angoisse peut-être pas plutôt assez psychologique et... avec. Ouais, c'est plutôt psychologique, physique, c'est-à-dire quoi? Elle se fait du mal ou elle est. Non, non, mais est-ce que, je sais pas, elle se met à trembler, à avoir le cœur qui bat très fort Non, non, non. Elle est triste d'un coup quoi. Elle peut un peu pleurer. C'est tout. Alors, soit ça peut être effectivement le début, en tout cas, le début ou des prémices d'une dépression avec des bouffées, des bouffées comme ça d'angoisse et de mélancolie, de tristesse, etc. Euh, Après, c'est compliqué de dire comme ça, hein. Il faudrait l'interroger sur, et voilà, si elle prend des choses aussi, des substances, parce qu'il y a aussi ces choses-là qui font parfois ces effets-là. Euh, mais en tout cas, non, la réponse à votre question, non, c'est que non, un dépressif, il est toujours dans cet état-là. Il passe pas de l'un à l'autre. Comment surmonter un stress lié à un traumatisme passé? Faut-il aussi se confronter à la même situation pour ne plus en avoir peur? Alors, il y a plusieurs écoles, hein, il y a plusieurs écoles. Moi, en tout cas, la mienne, oui, la façon de surmonter un traumatisme, et donc notre façon, en tout cas à nous en TCC, de gérer le, le traumatisme, et donc le stress post-traumatique, c'est de confronter la personne à la situation traumatique. Je prends l'exemple d'une patiente que j'ai qui a eu un accouchement traumatique, vraiment traumatique, et on est obligé de travailler sur ce trauma avec, avec les photos, avec le récit, avec comment dire, de se déplacer dans l'hôpital, de ressentir l'odeur des blocs, de la maternité, des services de néonat, les bruits des machines, etc., etc. Et c'est la seule façon, enfin, c'est la seule façon, c'est évidemment pas la seule façon, hein, il y en a d'autres, mais nous, dans notre courant, en tout cas, de thérapie cognitivo-comportementale, c'est une façon de déconstruire finalement ce qui s'est construit à ce moment-là et qui est traumatique euh, comment dire, en, en se nourrissant de ce qu'est la réalité aujourd'hui pour corriger comment dire, les pensées qui ont pu être construites à ce moment-là. Euh, Aujourd'hui, voilà, son enfant va bien, il a survécu, même si sa vie a été en danger, la sienne aussi, etc. Mais donc, on va pouvoir revivre et refaire vivre ce moment en se débarrassant de cette peur et en regardant autre chose pour en faire autre chose de ce moment-là. Donc oui,
C'est pas toujours facile parce qu'il y a des, voilà, il y a des traumatismes qui sont plus ou moins faciles ou difficiles à reproduire. Enfin, après, c'est parfois que par la pensée, etc. Mais bon, c'est pas toujours évident. De rien. D'autres questions? Non? Bon, écoutez, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Bien, écoutez, Madame de Septemville, un grand merci pour votre intervention. Merci pour votre présence à tous les participants et à les questions. Je vous ferai passer des réceptions les éléments que Septemville s'est proposé de nous adresser. Je vous souhaite une très jolie soirée. On peut continuer à échanger dans le chat. Pensez qu'à l'école, vous avez des ressources. Vous avez des ressources qui vous permettent de prendre soin de vous et trouver en tout cas une forme d'équilibre dans votre hygiène de vie à travers les activités que vous proposez au business. Et aussi l'équipe Wellness, voilà, qui est à votre disposition pour échanger sur n'importe quel sujet. Un grand merci à vous. Jolie soirée. Merci à tout le monde. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup.